Bonjour à tous, j'attends quelques secondes. Je vois les participants arriver sur le webinar petit à petit. J'attends 10 secondes. J'espère que vous allez tous bien en cette fin de semaine. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Pierre-Xavier de Marliave, directeur des programmes intra sur mesure de Centrale Supélec. Vous êtes assez nombreux ce matin à être connectés et nous sommes ravis. Car vous voulez en savoir plus sur la communication non violente. Interviendront ce matin pour animer ce webinar. Donc Mathieu Rambaud, qui est professeur à Centrale Supélec Exed, en particulier sur les parcours master spécialisés. Il intervient sur les sujets de lean management et c'est un expert de la communication non violente. Également interviendra ce matin Caroline Venn, qui est directrice pédagogique sur les thématiques de gestion des hommes, les soft skills à Centrale Supélec Exed. Alors l'école Centrale Supélec Exed, enfin l'école Centrale Supélec en fait plutôt, depuis longtemps est reconnue pour son expertise dans le domaine des soft skills. C'est une spécificité de l'école depuis sa création au 19e siècle. Former des ingénieurs capables d'être à la fois des leaders, des innovateurs et des entrepreneurs. Cet ADN se retrouve dans les programmes de formation continue que nous proposons aux grandes entreprises. La communication non violente est un sujet que nous insérons souvent dans les parcours de formation que nous proposons voilà, sur les thématiques de gestion des hommes, des soft skills, qui est une thématique très importante à Centrale Supélec Executive Education. Et je vais laisser la parole à Caroline Venn, directrice pédagogique, qui va nous présenter cette thématique en quelques mots. Merci Pierre-Xavier, bonjour à tous. Oui, j'ai la chance de pouvoir organiser au sein de Centrale Supélec et diriger des parcours qui intègrent donc la gestion des hommes. Si vous êtes tous là, c'est que vous êtes convaincus de l'importance de cette thématique et en particulier du rôle de la communication non violente dans cette thématique. Je vais vous dire quelques mots sur la façon dont on réfléchit et dont on pense cette approche. Nous sommes une école d'ingénieurs et comme le titre d'ailleurs du webinaire le dit, les ingénieurs aussi, je dirais peut-être même surtout parfois, ont besoin de prendre conscience de ces soft skills qui sont nécessaires à fonctionner aujourd'hui en entreprise. Alors, quelques mots sur ce sujet, en m'inspirant pour cela du schéma qui est là et qui résulte de l'ouvrage de Jérémy Lamry sur les soft skills du XXIe siècle, pour vous faire part de ce schéma très simple mais très évocateur, me semble-t-il, sur ces fameux 4 C qu'il regroupe, qui sont issus de différentes études à travers le monde et qui, de façon très simple, expriment le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à la fois pour chaque personne en situation de travail, mais aussi pour chaque entreprise qui doit développer ce type de compétences au sein de ces cadres et de ces ingénieurs, 4 C sont nécessaires. Donc la communication, qui est l'objet du jour, donc nous y reviendrons très largement, mais aussi la créativité, laisser la place à des personnes pour soumettre de nouvelles idées. On parle aussi parfois de mad skills aujourd'hui, c'est-à-dire des compétences un peu folles qui parfois sont sollicitées par les entreprises et la créativité peut par certains côtés en faire partie. La coopération, que serions-nous si nous n'arrivons pas aujourd'hui à travailler en équipe? Et enfin, l'esprit critique, donc la capacité à prendre du recul et à pouvoir porter de façon constructive un certain nombre de regards différents sur la réalité qui nous est proposée. À ces 4 C se sont ajoutés au fur et à mesure des retours que Jérémy Lamry a reçus, un 5e qui est la conscience, sur lequel je souhaite m'arrêter parce que je pense qu'il fait aussi écho à la thématique du jour. La conscience, c'est la capacité à être aligné avec soi-même, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Dans une bonne communication, cette conscience, ce centrage à la fois personnel et sur l'autre, est pour moi essentiel. Donc, je tiens également à souligner ce 5e C.
Voilà, donc ce panorama très simple est pour nous un peu une feuille de route quand on travaille sur les soft skills, de se dire comment développer ces compétences. Un autre petit aperçu rapide avant de laisser la parole à Mathieu, je voulais partager avec vous ce sondage de 2019 qui a été fait auprès de milliers de cadres par l'IFOP. Donc là, ce n'est pas une étude sur la base académique comme je viens de vous présenter, mais plutôt un retour des cadres en entreprise, ingénieurs et non ingénieurs, qui ont cité quels étaient pour eux les 10 soft skills les plus utiles aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'y jeter un œil. Pourquoi? Parce qu'on retrouve bien sûr les 4 C qu'on vient de voir, mais de façon un peu différente. La première qui est mentionnée, c'est savoir s'adapter. Savoir s'adapter est vécu par les cadres comme étant la compétence majeure, pour les ingénieurs également. On trouve être autonome, être organisé, être courtois. Et là, c'est un des aspects, c'est amusant d'ailleurs, qui mettent en évidence sur l'aspect communication cette partie de la communication qui en fait partie aussi, qui est la perception finalement par les autres de la qualité d'une relation qu'on peut avoir avec, de façon interpersonnelle dans le milieu professionnel. Et je pense que ça fait écho aussi à la thématique du jour, le sens du collectif. Or, on ne peut pas être un collectif si on n'arrive pas à communiquer au sein du collectif. L'attitude positive, l'écoute. Dans la communication, il y a bien sûr l'écoute qui est essentielle, on y reviendra. Et puis la créativité dont on a parlé tout à l'heure. Donc là aussi, la perception aujourd'hui de nos cadres et de nos ingénieurs et la nécessité de développer ces différentes soft skills. Et c'est ce qu'on essaye bien sûr de mettre en avant dans nos différents programmes. Voilà pourquoi je laisse tout de suite la parole à Mathieu et on l'écoute sur la communication non violente. Merci Mathieu. Merci Caroline et bonjour à tous. Alors, j'ai assisté la semaine dernière à la conférence d'un ami qui est DRH et qui a passé 9 ans en tant que conseiller des prud'hommes. Et lors de sa présentation, il a parlé du taux de conciliation auprès des prud'hommes, c'est-à-dire le nombre de cas qui finissent par un accord entre les deux parties versus le nombre de cas qui passent devant le juge. Et le constat est alarmant car ce taux est passé de 90% en 1900 à 8% en 2018 avec une tendance à la baisse. Alors, je discutais avec lui après sa conférence car je souhaitais avoir son avis sur cette évolution et il m'a dit qu'il avait ressenti une procéduralisation du système français pendant les années où il était conseiller, que les personnes vont plus facilement faire appel à un avocat avant toute médiation ou communication. Et il a mis ce qu'il disait en exemple par un vécu récent où il m'expliquait qu'un parent d'élève a décidé sans médiation aucune de rentrer en procédure contre un professeur suite à un désaccord entre les deux parties. Alors, je trouvais ça intéressant d'avoir le retour d'une personne qui a vécu pendant des années dans ce contexte juridico-social. Clairement, pour lui, ça ne fait aucun doute que nous avons perdu ce goût de la médiation et du dialogue avant l'acte. Et je m'appuierai là-dessus pour citer Marshall Rosenberg, que nous allons découvrir ensuite, l'initiateur de la CNV, qui disait « vitesse égale violence ». Alors, pour ma part, je suis ingénieur de formation. J'ai même choisi de faire 2 écoles d'ingénieur en 4 ans, à croire qu'une seule ne me suffisait pas. Alors, ma vision de l'ingénieur à ce moment-là, lorsque j'étais en études, c'était une personne qui a un fort bagage technique, un savoir-faire reconnu. En école d'ingénieur, j'avais 1h30 de cours environ, toutes les 2 semaines, sur la thématique management, qui était la seule thématique, disons-le, non technique. Et ce cours ne présentait pas la possibilité de travailler sur nos compétences comportementales, ni d'ailleurs sur un quelconque savoir-être. Donc, je ressors de là avec la conviction que je ne dois pas avoir besoin de cet apport, il doit être présent en moi, ou j'en viens même à penser que cela ne devrait pas être primordial dans mon travail d'ingénieur. Bon, vous l'aurez compris, l'avenir va me démontrer le contraire, sinon je ne serai pas devant vous. Alors, les sciences comportementales, c'est aussi pour les ingénieurs. Oui, Caroline, c'est le titre de notre webinaire et ce titre, pour moi, c'est comme une cause que je souhaiterais défendre, une banderole que je souhaiterais déployer pour dire que
toutes les personnes, et même donc les ingénieurs, ont le droit, ou surtout les ingénieurs, ont le droit d'être formés aux compétences comportementales, et ce, dès l'école. Alors, moi, j'ai eu la chance, de par mon éducation familiale, mes rencontres et le dépassement de certaines croyances, à m'autoriser ce passage, ce voyage plutôt, vers la CNV. CNV pour communication non violente. Alors, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il y a 10 ans, je suis encore jeune ingénieur, je suis cartésien à 200%, méthodique, rationnel, et j'ai la chance, dans mes rencontres, de découvrir des personnes qui s'intéressent à des sujets, disons-le, moins rationnels, comme la méditation. Alors même si aujourd'hui on visualise l'intérêt pour nous occidentaux, ce n'était clairement pas le cas à l'époque, il y a 10 ans. Comme aussi parler aux arbres, ressentir l'énergie des pierres, faire de la télépathie avec les animaux, ça peut paraître fou, mais c'est le cas. Bref, toutes ces rencontres m'ont permis de m'ouvrir les yeux sur un champ des possibles et de m'intéresser à ce que Freud appelle le moi dans son second topic de sa théorie psychanalytique, cette voie de la sagesse qui passe par le questionnement de la vie, de son sens, de l'éducation de mes enfants, de mon impact dans le monde. Et maintenant, donc j'aimerais que l'on s'intéresse ensemble à comment travailler sur le moi grâce à la communication non violente. Alors, on va forcément vous laisser la parole à la fin pour poser vos questions. N'hésitez pas à le faire dès maintenant d'ailleurs. Moi, je vais me permettre de poser une question et d'y répondre tout de suite. Alors, une question qu'on me pose souvent, qui est: existe-t-il une communication violente? Alors, c'est effectivement une question qu'on m'a posée maintes et maintes fois, surtout par des amis ou la famille, avec parfois une petite touche d'ironie, pour me demander si j'étais également formé à la communication violente, en sachant que j'ai pratiqué des sports de combat. Alors, pour expliquer cela, Marshall Rosenberg a créé 2 figures animales pour représenter la communication violente et non violente. La violence, elle est exprimée par le chacal, que vous avez à gauche sur l'écran, dont l'étymologie du mot veut dire le hurleur. Donc, il n'a pas vraiment de limite, il ne prend pas en considération l'autre, ni les personnes qui l'entourent. C'est, disons-le, notre côté obscur de la force, notre petit diable, appelez-le comme vous le voulez. De l'autre côté, il y a la girafe, donc à droite sur l'écran. Elle représente la communication non violente, avec ce grand cœur et cette grandeur qui lui permet de prendre du recul sur la situation. On appelle ça en CNV la position, ou en psychologie, la position méta. Alors également, et là je voudrais vous donner une image utilisée dans les dessins animés. Vous savez, lorsqu'une émotion forte monte en nous et nous fait bouillir au niveau de la tête, la girafe, elle, a la chance, avec son long cou, de voir arriver cette émotion et peut donc la comprendre afin de ne pas finir en cocotte minute. Alors, la CNV, mais qui est ce Marshall Rosenberg que je cite depuis tout à l'heure? Alors, je voudrais vous faire rencontrer 2 personnalités qui ont bâti les fondements de la CNV. Le premier, c'est Carl Rogers. C'est un psychologue humaniste américain qui a été élu d'ailleurs parmi les 100 plus éminents psychologues du XXe siècle par la Review of General Psychology, qui est une des plus grandes, voire si ce n'est la plus grande revue de psychologie dans le monde. Et l'approche humaniste, c'est un courant de la psychologie fondé sur une vision positive de l'humain, ce qui changeait à l'époque. Et pour lui, chacun peut être accompagnant dans la connaissance de soi et des autres. Et Carl Rogers a côtoyé Marshall Rosenberg, et Marshall Rosenberg a complété les travaux de Carl Rogers en ajoutant le besoin et la demande au sein du processus de la CNV que nous allons découvrir par la suite. Marshall Rosenberg, c'était un psychologue américain, et dans les années 1960, il développe la communication non violente, qu'il nomme comme une approche pour supporter l'entraide et résoudre les conflits dans nos relations et dans la société en général. Et en 1984, un an avant que j'arrive au monde, il fonde le Center for Nonviolent Communication, le CNVC, d'où viennent les formateurs avec lesquels je me forme depuis plus de 3 ans maintenant. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit break et j'aimerais vous poser une question. Donc, je vais lancer la question qui va apparaître sur votre écran dans quelques secondes et ensuite je vais vous laisser le temps d'y répondre. Voici. Donc normalement la question a dû
dû être affichée sur votre écran. Et vous avez possibilité de choisir entre 3 réponses. Les chocs de personnalité et le conflit d'ego, le stress et la surcharge de travail. Et la question, c'est à votre avis, que constitue la première source de conflit dans le milieu professionnel? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est 97%, 100%. Parfait. Alors, bravo. Bravo, parce que je vais fermer l'écran et partager les réponses. Voilà, vous devez voir les résultats du sondage. Alors effectivement, à 49% dans l'étude. Alors c'est une étude qui a été publiée en septembre 2009 par l'OPP, qui est une société spécialisée dans les tests psychométriques, auprès de 5000 salariés dans 9 pays européens. Et 85% de ces salariés avouent être confrontés à des conflits sur leur lieu de travail. 29% de manière constante ou fréquente. Et ces conflits touchent avant tout les fonctions du bas de l'échelle, ce qu'on appelle, ou de première ligne. Mais 12% témoignent des difficultés au sein de l'équipe de direction, de manière également constante ou fréquente. Et donc, à la question, à votre avis, que constitue la première source de conflit dans le milieu professionnel? Là, effectivement, la réponse à 49% sont les chocs de personnalité et d'ego. Ensuite, le stress. Et enfin, la surcharge de travail. Alors, les chocs de personnalité, c'est de savoir et comprendre qui je suis, comment je réagis et surtout pourquoi je réagis comme ça devant telle ou telle situation. Le conflit d'ego, bon bah, c'est typiquement la gestion du moi et savoir faire preuve d'empathie, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre également que seule la formation permet d'obtenir de bons résultats face à de telles situations. Donc ça tombe bien. Donc maintenant, on va discuter de la CNV. Alors, l'approche de la CNV. La CNV présente 2 façons de se mettre en lien. Tout d'abord en lien avec soi, et puis ensuite en lien avec l'autre. Il faut comprendre qu'il est beaucoup plus compliqué de se mettre en lien avec l'autre si nous-mêmes, nous n'avons pas réalisé ce travail sur soi, tout d'abord. Donc en CNV, on commence d'abord par se concentrer sur soi, puis ensuite pour l'autre. Forcément, je suis obligé de faire le parallèle, vous l'avez peut-être déjà en tête, mais de la personne qui met le masque à gaz dans l'avion, on demande d'abord à la personne de mettre chacun met son masque à gaz pour ensuite aider une autre personne, et non pas l'inverse. Là, c'est pareil. Alors, avec l'autre, c'est faire preuve d'empathie à son égard, ou écouter sans juger, sans conseiller, ce que l'on va appeler l'écoute empathique. Dans ces 2 cas, nous recevons ce qui se passe en l'autre sans entendre ni critique ni exigence. C'est l'objectif. Et dans la partie, effectivement, la partie à droite, cette partie avec l'autre, un dialogue s'opère avec l'autre. Ensuite, avec soi. Donc là, c'est faire preuve d'empathie envers soi-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. Et de se projeter, mais non pas d'être dedans, c'est juste se projeter dans la demande à l'autre via l'expression authentique. Et cette partie à gauche, c'est ce que nous allons étudier après. Et donc, je le rappelle, dans ce cas, nous ne sommes pas encore rentrés dans le dialogue. C'est juste une projection. Alors, ce qui va faire le lien entre l'auto-empathie et l'expression authentique, mais aussi les 2 cas qui sont avec soi ou avec l'autre, c'est l'intention, qui est l'ouverture et la bienveillance. Alors, l'intention, moi, j'ai une autre façon de le décrire, c'est soit être dans une optique de jouer à qui a tort, qui a raison. Alors, vous savez, ces petites guéguerres que nous pouvons avoir au quotidien, ou bien être dans une optique de rétablir ou d'établir tout simplement le lien. Alors, quand j'organise des ateliers ou formations en CNV sur l'auto-empathie et l'expression authentique, je trace 2 chemins au sol. Un à gauche, qui va être l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est que nous sommes en accord avec nous-mêmes. Et ensuite, on va passer à droite du chemin vers l'expression authentique, qui est la projection dans la demande à l'autre. Et on passe par l'intention. Et l'intention, c'est vraiment l'idée de ce pas en avant
et la réponse à la question « Est-ce que je suis prêt ou pas à rentrer dans le dialogue ?» Alors, alors bien sûr, je n'ai pas précisé, mais toutes ces phases, ces approches de la CNV vont être applicables avec le processus OSBD. Pardon. Et ce processus, on va le voir juste après, bien évidemment. Alors, sentir qu'on a... Oui, donc, pardon, ce que je vous disais, c'est que quand je me suis aperçu lors des formations, ce que je me suis aperçu même pour moi, c'est que très souvent, je pensais que j'étais dans la bonne intention pour rentrer dans le dialogue, en tout cas même pour me projeter dans le dialogue avec l'autre, alors que des jugements et des pensées négatives, souvent, continuent à m'envahir. Alors dans ce cas, ce qui se passe, c'est qu'on repart dans l'auto-empathie pour ensuite revenir à l'intention et être prêt à être dans l'expression authentique. Et sentir qu'on a la bonne intention, ça peut être un ressenti physique. En tout cas, pour moi, ça l'est, une sensation de bien-être, de paix intérieure. Souvent, c'est par une froideur. Alors, dans les deux cas, ce que je vous disais, c'est que ce soit avec l'autre, avec soi ou avec l'autre, le processus est le même et il est défini par 4 lettres, OSBD, pour O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour la demande. Et l'objectif, c'est que les activités du processus soient réalisées dans cet ordre-là, voilà, tel un processus. Tout d'abord, l'observation. Alors, on perçoit le monde à travers nos 5 sens, chaque action, parole, geste, attitude, réaction est déclenchée par quelque chose que nous avons perçu. Et le processus CNV nous invite à formuler les observations de la manière la plus neutre possible en décrivant des faits. Donc, une action, une parole, un souvenir. Alors, lors de l'observation, pour se relier à soi-même, nous utilisons les phrases suivantes. Quand je vois, quand j'entends, quand je remarque, quand je me souviens, j'imagine. Voilà. Et donc, forcément, c'est à mettre en évidence par rapport au jugement. Ces fameux jugements qui viennent un peu nous rendre un peu néfaste ce dialogue qu'on pourrait avoir, même avec nous. Ensuite, il y a les sentiments. Alors là, c'est une partie assez sympathique. Les sentiments, ils sont distincts de nos pensées et ils se manifestent dans notre corps par le biais de sensations corporelles. Alors, effectivement, la plupart du temps, alors ça dépend du type de sentiment parce qu'ils peuvent être aussi agréables, mais ils sont soit agréables, soit désagréables. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils nous donnent des informations à savoir si nos besoins sont nourris ou non. Et là, pour aborder ces sentiments, la question qu'on se pose à soi-même, c'est « je me sens », tout simplement. Ensuite, il y a le besoin, ce qu'a rajouté Marshall Rosenberg après avoir repris les travaux de Carl Rogers. Et les besoins, ils sont universels. La CNV, d'ailleurs, établit une liste non exhaustive, hein, mais elle est très, très grande. C'est ce qu'on partage, en tout cas, aux personnes qui font la formation avec nous. Et ce qui est intéressant lors des ateliers en CNV, c'est qu'au début, quand on commence à pratiquer la CNV, c'est qu'on répète les mêmes besoins. Comme un des exemples les plus présents, c'est le besoin, le respect, qui est, disons-le, un besoin plutôt large et qui regroupe souvent d'autres besoins plus fins. Eh bien, c'est marrant de constater qu'avec l'expérience, nous définissons plus finement nos besoins. Et c'est un peu, bon, même si je fais un parallèle, c'est comme lorsque vous avez un problème hein, et que vous cherchez les causes, votre objectif, c'est d'avoir les causes racines. Car vous savez que si vous agissez sur ces causes racines, vous aurez un résultat qui sera significatif. Alors pour les besoins, c'est pareil. Plus votre besoin sera défini de manière précise, et plus la demande en sera tout autant. Et donc, par conséquent, vous serez plus facilement en paix avec vous-même. Alors, un besoin, c'est pas quelque chose que l'on peut faire, prendre ou toucher. Il ne dépend d'aucune circonstance particulière, comme d'aucune personne spécifique. Il est vraiment propre à nous, à l'instant T. Alors, je dis à l'instant T parce que les besoins, ils évoluent avec le temps. Et la CNV, elle prend soin de distinguer nos besoins de nos stratégies. Et c'est vrai que
Alors les stratégies, ce sont nos moyens et actions que nous pouvons mettre en œuvre pour satisfaire des besoins. Et les conflits se situent souvent au niveau de nos stratégies et pas de nos besoins. Et là, pour exprimer donc un besoin en se reliant à soi-même, on va utiliser les termes suivants. Parce que j'ai besoin, parce que j'aspire à, parce que j'aimerais, je voudrais, ou ce qui est important pour moi, c'est ça, ou encore ce qui compte pour moi, c'est ça. Voilà le type de question qu'on peut se poser. Et enfin, la demande. Alors c'est vrai que je vous ai mis le petit bonhomme qu'on représente de la CNV pour présenter ce processus de l'OSBD. Donc l'observation effectivement est liée à la tête, le sentiment est lié plutôt à la poitrine, et on peut représenter par un cœur. C'est souvent ici qu'on perçoit les émotions, bonnes ou mauvaises, enfin désagréables ou agréables. Et ensuite le ventre pour les besoins, parce que quand on a besoin d'aller faire quelque chose, quand on ressent le besoin, c'est souvent au niveau ce qu'on appelle des tripes. Voilà, donc c'est plutôt cette partie-là. Et la demande, ce sont les jambes qui nous permettent d'aller vers l'autre. Et donc la demande, c'est un moyen que nous avons trouvé pour tenter de satisfaire un besoin et faire évoluer, disons-le, une situation insatisfaisante. Et Marshall Rosenberg, il a défini 3 types de demandes différentes, dont celle de la disponibilité. Alors ça peut paraître tout à fait normal, mais c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas disponible, l'application du processus OSBD ne va ne servir à rien. Si vous tombez par exemple sur une personne qui vient d'avoir un appel, par exemple téléphonique, et avec plutôt une mauvaise nouvelle, très clairement, si vous lui parlez de quelque chose qui s'est pas très bien passé pour vous, je ne pense pas qu'il vous écoute. Donc, avant toute chose, quand on parle de demande, on parle de demande de disponibilité. Et le but, c'est de s'assurer que soi-même, donc on est dans une bonne mouvance, ou avec l'autre, on est disponible. Ensuite, donc, il y a 3 types de demandes, après celle donc, de disponibilité. 2 demandes, alors une demande de connexion, effectivement, qui est la demande de reformulation. Donc là, parce qu'on a envie d'être compris et on a souvent peur de ne pas avoir été entendu ou justement compris. Donc, on demande à l'autre de reformuler. Ensuite, la demande d'expression. Donc là, c'est envie de savoir comment l'autre le prend, parce qu'on peut avoir peur de blesser, de décevoir et que l'autre le prenne mal. Donc là, on demande effectivement à l'autre de savoir comment il se sent. Et enfin, une demande d'action. Alors, celle-ci, elle est particulière, car Marshall Rosenberg dit qu'elle doit respecter 7 points. Alors, la demande d'action, elle concerne l'instant présent. Vous parlez de là, ici. Donc, vous pouvez parler de quelque chose qui s'est passé, qui a eu lieu il y a quelques jours, mais vous faites là, à l'instant présent. Elle s'adresse à quelqu'un, ça peut être à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Elle est concrète. Elle est exprimée en langage positif parce que je demande ce que je veux et non ce que je ne veux pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. Elle est réaliste et réalisable. Alors ça, c'est de mon point de vue. Elle propose une démarche pas à pas. Donc ça veut dire que c'est une proposition pour le moment, mais pas forcément pour toujours. Donc ça reste une proposition. Et peut-être le plus important, c'est qu'elle est négociable. Il faut en CNV, et c'est d'ailleurs un des exercices qu'on travaille, c'est apprendre à dire non. Et il faut aussi accepter que l'autre puisse nous dire non. Voilà. Et donc, pour exprimer sa demande en se reliant à soi-même, nous pouvons utiliser les phrases suivantes. Que faire maintenant pour améliorer mon bien-être? Ou avec l'autre, et maintenant, serais-tu d'accord pour? Alors, ce qui m'intéresse quand je participe à des webinaires, ou à vrai dire, plutôt une douleur que je ressens quand je participe à des webinaires, c'est que j'en ressors parfois avec pas grand-chose à mettre dans la poche pour repartir ou sous le bras, comme on dit. Donc, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est 2 clés pour entrer en paix et 2 exercices à faire alors seul ou à plusieurs. On va les voir après. Donc, les clés. La première, c'est définir un binôme d'échange. Donc, c'est une personne que vous allez pouvoir appeler périodiquement pour partager, être écouté, sans recevoir de conseils, et déposer donc ce que vous avez sur le cœur sans avoir à expliquer le pourquoi du comment. Et donc là, vous pouvez prendre 15 minutes chacun sur une 30 minutes d'appel.
Ce qui va être important, c'est le premier rendez-vous que vous allez pouvoir fixer avec cette personne-là. Et là, vous allez définir des règles à appliquer entre vous. Donc ça, c'est primordial. Ça peut être des règles liées à l'organisation temporelle, ne pas, par exemple, appeler samedi ou le dimanche, et par exemple aussi la confidentialité. Je ne souhaite pas que les mots qu'on va partager soient utilisés ailleurs dans un autre contexte, ni même raconter à quelqu'un d'autre, même si tant est qu'il soit proche, ce qu'on se dit. Donc, il est vraiment important de définir ces règles-là. Alors, moi, à titre d'exemple, j'ai la chance d'avoir un binôme d'échange. J'ai une périodicité toutes les 2 semaines, une demi-heure. Voilà. Donc, ça respecte ce que je vous propose ici. Alors, peut-être que certains ont la chance déjà d'avoir ce binôme d'échange, mais c'est vraiment important d'écouter la personne quand elle a ses 15 minutes de parole. On peut effectivement réagir si on le souhaite, mais de se couper en tout cas de cette possibilité de la conseiller, qui souvent est une réaction que l'on a. La deuxième clé, démarrer avec une page blanche. Alors, ça peut paraître vraiment très simpliste, présenté comme ça, mais ça fonctionne. Chaque fois que vous devez parler avec une personne d'un sujet qui vous touche, essayez d'imaginer que vous ne connaissez pas cette personne et que vous la découvrez pour la première fois. Donc, que ce soit votre enfant, votre conjointe, votre conjoint, votre collègue, votre responsable hiérarchique. Effectivement, on est tous des êtres humains, et de se projeter effectivement avec cette vision-là, ça change vraiment les choses. Voilà. Donc voilà pour les clés. Ensuite, les exercices. Il est important de s'exercer, et pour moi, effectivement, je l'ai dit un peu en introduction, mais la CNV sera quelque chose d'appliquer directement en études, en école, dans les écoles. Ça, c'est ce que j'aimerais défendre, en tout cas. Et sans pratique, on ne peut rien faire. Donc, voici les 2 exercices que je vous propose. Le premier, c'est l'auto-empathie par l'écriture. Alors là, l'objectif, ça va être de prendre un temps calme. Vous êtes disposé, donc disponible, où vous allez écrire sur un cahier ce qui vous a enjoué dans la semaine ou la journée, ce qui vous a rendu heureux. Une fois le texte rédigé, je vous propose de fermer les yeux et de repenser à ce moment, et de sentir dans votre corps comment cela se traduit. Voilà. Et de rester avec cette sensation quelques secondes, parce que ça fait du bien de se faire plaisir. Voilà. Donc c'est très lié à la gratitude. Et vous verrez que ça fait du bien. Moi, pour mon cas personnel, avant de faire de la CNV, je me remerciais jamais. Donc ça peut paraître marrant, mais en tout cas, encore une fois, ça change beaucoup de choses. J'ai appris à me remercier, et ça remplit vraiment de joie, et ça nous rend heureux. Donc ça, c'est plutôt un exercice que je conseille, sachant qu'il est simple à appliquer. Ensuite, pratiquer l'écoute empathique. Alors, là, vous pouvez le faire avec votre binôme d'échange, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire avec une autre personne. Et là, le but, c'est qu'à 2, donc à chacun votre tour, vous allez raconter une histoire vraie que vous avez aimée, appréciée, où vous êtes senti fier, heureux. Et l'objectif, c'est d'écouter l'autre sans répondre par les mots. Vous pouvez bien sûr répondre par des signes non verbaux, mais l'objectif, c'est de laisser l'autre s'exprimer sans le couper, et de laisser également le message vous envahir. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, si vous y arrivez, mais c'est l'objectif, vous concentrer sur ce que vous ressentez dans votre corps quand la personne vous parle. Alors bien sûr, tout en se concentrant également sur ce que vous dit l'autre, et ce pendant 2 minutes. À la fin des 2 minutes, vous intervertissez les rôles. Donc la personne qui a écouté parle, et la personne qui a parlé écoute. Et ce qui est important, et que moi, ce que je préfère, c'est le moment que je préfère, c'est surtout les premières fois quand vous pratiquez cet exercice. C'est à la fin, après donc 4 minutes d'échange, c'est de vous poser et de discuter de vos ressentis mutuels, et de discuter des difficultés, par exemple, qu'il y a eu, s'il y en a eu. Voilà, c'est toujours extrêmement intéressant de pratiquer cette écoute-là. Et pourquoi c'est un exercice que je propose très, très, très souvent? Parce qu'on a effectivement, comme on a tendance à pas écouter les autres, à couper la parole.
voire à penser à quelque chose quand la personne nous parle d'un sujet et à tout de suite s'évaporer un peu dans nos idées. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de se concentrer sur la personne. Et vous verrez que ça vous apporte quelque chose d'assez fort. Alors, je vais finir, en tout cas, mon discours là-dessus. On dit que la communication non violente, elle met en lumière ce qui facilite ou entrave la relation. Et elle nous aide à renouer avec une qualité d'écoute de soi-même et de l'autre, et à retrouver la bienveillance et l'empathie que nous portons naturellement en nous, à partir donc de la vision fondamentale que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, je trouve ça extrêmement intéressant et je tiens à souligner le fait que cette communication violente s'inscrit plus largement dans je dirais, dans des convictions que nous portons dans nos formations autour de la psychologie positive. Hein. On est très férus de psychologie positive. Pourquoi? Parce que on considère que c'est une voie extrêmement constructive aujourd'hui de développement personnel et comme vient fort bien d'expliquer Mathieu, de développement d'une capacité de relation qui met l'autre dans une disposition qui lui permet de donner le meilleur de lui-même. Et dans notre vie professionnelle, finalement, c'est ce qu'on attend. On attend de pouvoir travailler cette relation de façon bienveillante, sans du tout que ça ait forcément un côté de bisounours. Hein. On sait bien que la vie n'est pas toujours facile, mais plus on va pratiquer ce type de conviction et d'intention, et plus va se nouer des relations professionnelles qui vont être fructueuses pour tout le monde. Et ce que j'apprécie particulièrement dans la communication non violente, c'est deux mots que tu as cités, que je me permets de reprendre ici. C'est l'intention, c'est-à-dire que dans la communication, on oublie l'intention. Or, l'intention est majeure. C'est parce qu'on a une intention particulière qu'on va adapter sa communication à l'intention. Donc ça, c'est pour moi le premier point. Et l'écoute. On a tendance à confondre information et communication. Quand on informe, on parle. Quand on communique, on écoute. Je pense que ça change radicalement la posture et la teneur que l'on va mettre dans l'échange qu'on aura avec les personnes. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais, moi j'ai vu passer donc deux questions intéressantes. Alors il y en a une, je vais peut-être commencer par celle-ci. C'est plutôt la question pratico-pratique. Alors, qu'est-ce qui est proposé comme type d'accompagnement? Il y en a plusieurs. Ce que, pour ma part, je propose, ce sont tout d'abord donc des ateliers conférences, par exemple sur une demi-journée, où là, on peut être jusqu'à une trentaine, voire une quarantaine. Donc, c'est vraiment sur un mode conférence de 35 à 45 minutes. Et puis ensuite, il y a des ateliers en petits groupes et des retours d'expérience, bien sûr, avec un retour d'expérience global à la fin. Donc ça, c'est plutôt une possibilité qu'on a. Forcément, moi, je préfère les autres possibilités qui sont des formations sur 1 à 2 journées environ, et là, sur des groupes qui vont être composés d'environ 10 personnes. Donc forcément, ça nous permet de prendre plus de temps, d'aller un peu plus loin dans l'approche, de pratiquer surtout en tout petit groupe, et donc forcément d'avoir des conseils qui vont être vraiment distillés, en tout cas à la personne, et non pas à un groupe, ce qui est plus compliqué quand on est en mode conférence. Et ensuite, c'est une question marrante. Merci. Alors, en fait, quand je vous ai décrit effectivement les questions, donc une personne a ressenti que c'était très robotisé. Effectivement, quand on se pose ces fameuses questions pour chaque étape du processus, que ce soit observation, sentiment, besoin et demande, quand on dit quand je vois, j'entends, je remarque. Alors c'est vrai que si je faisais, par exemple, moi, un exemple, c'est quand je vois que tu arrives à 10h30, alors que nous avions convenu de nous voir à 10h, je ne me sens pas respecté ni entendu, alors que j'ai besoin de respect et d'écoute pour travailler avec un collègue.
Voilà, alors si je vous dis ça comme ça vous semble impossible à appliquer. Et c'est bien, c'est marrant parce que donc c'est un exercice qui a été développé par Gonzalez, dont je n'ai plus le prénom, j'en suis vraiment désolé. Je retrouverai ça. Il propose un exercice que l'on pratique donc lorsqu'on fait des formations en communication non violente, et il propose de délivrer un message, donc toujours par deux. Le premier, c'est en mode chacal. Donc ça, c'est le mode qu'on a vu, enfin c'est l'image que l'on a vue. Donc là, le mode chacal, il n'a aucune limite. C'est-à-dire qu'on délivre le message avec tout ce qu'on ressent à l'intérieur, comme et tous les jugements et les pensées qu'on peut avoir. Et donc là, on délivre le message. Ensuite, il demande d'utiliser ce qu'on appelle la girafe OSBD. Et donc là, c'est ce que je viens de vous faire. Donc en reprenant ces termes, tout ça, etc. Et à la fin, il propose quand même un troisième exercice qui est ce qu'on appelle, nous, la girafe infusée. Ce qui est très, 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 très intéressant. Et j'adore faire cet exercice-là. C'est que, donc quand on est en mode chacal, on est en mode chacal. Très bien. C'est souvent quelque chose qui dure pas très longtemps et on voit que donc il y a de l'énervement, il y a de la tension, mais la personne va aller délivrer un message avec des mots durs. Hein. Souvent, c'est des mots comme toujours, c'est jamais, voilà. Mais c'est un message assez court. Ensuite, quand la personne va délivrer donc le même message, mais avec le processus OSBD mode donc girafe OSBD, qui est ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure, et là c'est pire. C'est-à-dire qu'on préfère même avoir la personne en chacal en face de nous plutôt que la personne qui nous fait le processus en mode OSBD, parce qu'on a l'impression que la personne veut nous manipuler. C'est vraiment ce qu'on ressent. Et d'une part, et de deux, c'est beaucoup plus long, parce que la personne, ben voilà, quand je vois que tu fais ça, et ça devient vraiment beaucoup plus long. Donc le message, la personne déjà se fatigue et sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ensuite, bah, le message que nous on apprend et on essaie d'apprendre en tout cas aux apprenants pendant les formations, c'est ça, c'est la girafe infusée. Donc c'est on s'est déjà exercé et on en vient à plus vraiment utiliser ces phrases-là type. Donc ouais, bon, forcément, il faut de la pratique, comme le redisait Caroline, mais il faut de la pratique, il faut de l'expérience. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est très marrant. Donc oui, je vais juste finir là-dessus, mais je vous donne un petit exemple qui me vient en tête. Voilà, la première fois que j'ai fait une formation et que je suis, elle va devoir d'ailleurs s'y revoir la rediffusion, mais je suis arrivé à la maison. Et donc, il y avait ma femme qui m'attendait. Et donc, on n'avait pas les mêmes besoins à ce moment-là. Moi, j'étais encore j'étais dans une bulle parce que les formations CLV sont sur des week-ends souvent. On est vraiment coupé du monde. Et j'étais sur un petit nuage. Et forcément, ma femme avait plutôt besoin que je sois les pieds sur terre, que je sois présent, non pas que physiquement, mais aussi psychiquement. Et donc, eh bien, il arrive ce qu'il arrive. Hein. Donc, on a un désaccord. Et donc là, je me dis, bon, bah, ça tombe bien. Autant utiliser le processus OSBD. Je viens de l'apprendre. Bon, bah, ça a créé l'effet inverse. Hein. Voilà. Donc, elle a tout de suite senti que, effectivement, j'essayais d'utiliser un truc que je maîtrisais pas du tout. Et donc, ça a envenimé le débat. Donc là, je me suis servi d'ailleurs quelque chose dont on se sert et qu'on apprend en CLV, c'est le dire non, hein, comme je disais tout à l'heure, ou dire stop, pardon, plutôt. Dire stop, on a le droit de faire ça. Donc quand on voit qu'effectivement le discours ne va pas, qu'on n'est pas dans la bonne situation, on dit stop et on demande effectivement à la personne de reprendre le discours plus tard. Mais voilà, en tout cas, je voulais partager ça parce que je trouve que c'est très marquant. Donc, en tout cas, pour vous, le conseil que je peux vous donner, c'est utilisez donc d'abord sur vous le processus OSBD avec ces questions-là. Voilà. Et dès que vous avez une certaine maîtrise et que vous vous sentez plutôt à même de pouvoir l'utiliser avec quelqu'un d'autre, là où vous pouvez le faire, effectivement. Mais, et vous pouvez également, si vous souhaitez utiliser le processus OSBD, la girafe OSBD, comme on l'a dit, avec quelqu'un d'autre, mais effectivement, là, vous verrez le résultat qui est assez surprenant. Mathieu, justement, il y a une question qui revient, que j'avais déjà entendue. Souvent, les gens disent, bah, c'est bien, moi je vais être formé, donc ça va être plus facile, mais pour communiquer, il faut être deux. Donc, est-ce qu'il faut que je forme la personne pour être dans une bonne communication non violente? Ou est-ce que si moi, je suis formée à la communication non violente, je peux m'adresser à quelqu'un qui lui-même n'est pas formé, et est-ce que ça a le même effet? Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que
c'est comme, c'est vraiment le terme que je reprenais au début, c'est que d'une part, on ne peut pas rentrer dans le dialogue avec l'autre, on ne peut pas accepter ce que l'autre va nous dire si d'abord on n'a pas travaillé sur soi. Parce qu'effectivement, quand on va rentrer en communication, alors en admettant qu'il y a la disponibilité qui est là, qui est présente, comme je l'avais dit, quand on va rentrer en dialogue avec une personne, il se peut effectivement qu'elle ne soit pas d'accord, en tout cas, pour rentrer dans cet échange que vous avez prévu, d'accord pour écouter ce que vous avez à dire, d'accord pour vous écouter parler de votre ressenti même. Donc ça peut effectivement, ça peut arriver. Alors, est-ce qu'il faut former l'autre? J'ai envie de dire non, sauf s'il y a une demande. Alors moi, ça s'est passé avec mon responsable hiérarchique, mon directeur, qui est, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, qui effectivement était plutôt ouvert à ces méthodes-là, en tout cas, il était très curieux. Et donc, il m'a même demandé des conseils. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est facile. Effectivement, on décrit le processus SBD, la philosophie de la CNV, l'approche de la CNV, etc. Et donc là, la personne est plus à même de comprendre effectivement le principe. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Je crois que l'objectif, effectivement, c'est un peu dans toutes ces approches, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce côté égoïste. C'est que vous travaillez d'abord sur vous-même avant de pouvoir travailler avec les autres. Et donc, votre objectif à vous, c'est de pouvoir délivrer ce message, alors avec bienveillance, bien sûr, et aussi donc empathie, donc savoir écouter l'autre. Mais votre objectif, c'est bien celui-là. Donc ensuite, si l'autre accepte, encore une fois, accepte votre demande, a accepté en tout cas et a compris effectivement vos observations, votre sentiment, votre besoin et accepte votre demande, c'est parfait. S'il n'accepte pas votre demande, il y a plein de choses qui rentrent en cause dans ces cas-là. Ça reste une négociation, comme j'ai dit. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être revoir votre demande. Mais voilà, donc il n'y a pas. Pour moi, en tout cas, le plus important, c'est de délivrer son message. Et les réactions que vous allez pouvoir avoir en face vont être complètement différentes suivant les personnes que vous allez avoir et suivant s'ils sont disponibles ou non. Mais le plus important pour moi, c'est la disponibilité des personnes, de vous-même, mais de la personne aussi. Et d'avoir cette intention, donc comme tu l'as dit aussi, Caroline, d'avoir vraiment cette attention, de ne pas y aller pour se battre avec cette personne-là, de ne pas y aller vraiment avec une idée négative, avec ses jugements et ses pensées, vraiment de se libérer de ça pour rentrer dans le dialogue. Et à ce moment-là, vous dites ce que vous avez ressenti et effectuez effectivement une demande. Et à ce moment-là, à vous de voir effectivement comment ça réagit en face. Mais il est possible qu'on vous dise non. Donc ça, c'est à prendre en compte. Est-ce que tu aurais une autre question là qui apparaît? Est-ce que tu aurais un exemple de situation d'entreprise où, où l'entreprise a fait appel à toi pour former les personnes? Pourquoi, comment, et est-ce que tu sais ce que ça a pu produire comme effet ou quel retour tu as pu avoir sur cette formation? Oui, alors pour donner un exemple, alors c'est vrai que souvent les thématiques qui reviennent sont quand même la résolution de conflits, mine de rien. Donc c'est par là qu'on approche les formations sur la CNV. Et donc pour effectivement donner une expérience que moi j'ai vécue, donc c'était sur des ateliers de co-développement, ce qui est de plus en plus réalisé dans les entreprises. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Alors, ce sont ces ateliers, j'appelle ça des ateliers où les personnes d'une même équipe se retrouvent et peuvent échanger, et surtout, donc, encore une fois, en toute bienveillance et sans véritable limite, on va dire. Et donc, il y avait effectivement des conflits dans cette équipe-là. Il y avait vraiment des personnes qui n'arrivaient pas à se parler. Faut être franc. Et donc, on retombe dans ce principe où même quand on est à 2 pas l'un de l'autre, on s'envoie des mails au lieu de se parler.
voilà, donc c'est hélas ce qui se passait à ce moment-là. Donc moi j'ai apporté l'approche CNV. Effectivement, le résultat a été positif parce que j'ai rapidement ressenti, en fin de compte, dans les échanges qu'on a pu avoir au début, une certaine force entre ces deux personnes-là, quelque chose assez négatif qui culminait au-dessus d'eux. Donc très rapidement, en tout cas, l'objectif c'était de le mettre ensemble pour que chacun puisse s'exprimer sur ses ressentis. Et là, c'est assez fou parce que à partir du moment où la personne comprend que l'on a un besoin, donc qui n'est pas nourri, et comprend quel est ce besoin, eh bien sa vision change complètement. Et la personne est capable d'accepter une demande à ce moment-là. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que ce que j'aime bien faire, c'est que je fais des évaluations à chaud quand je fais des formations, mais aussi à froid. Ça, c'est pour moi. Donc, je prends contact en tout cas avec les entreprises et avec les personnes que j'ai pu suivre. Je trouve que c'était vraiment très intéressant parce que c'est important de savoir si cette communication a perduré. Bon, là, il s'avère que oui. Voilà, c'est un cas qui s'est très bien passé. Je pense qu'il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Hein, c'est pas que l'approche CNV. Pendant ces ateliers co-développement, on pratique d'autres choses, comme l'identification des profils également. C'est des choses qui apportent beaucoup également dans la compréhension d'autres. Mais en tout cas, je suis effectivement assez fier parce que c'est pour ça d'ailleurs que je fais de la CNV, que je me forme à la CNV, hein, et ce depuis 3 ans maintenant. C'est que j'en suis persuadé, mais persuadé parce que je l'ai vu s'appliquer à moi-même, ça fonctionne, et également aux autres, donc dans mon quotidien. Et c'est pour ça que j'en suis intimement, en tout cas, convaincu. Excusez-moi, j'avais oublié d'enlever mon son. Une question, serait-il possible d'avoir ce que donnerait la girafe infusée dans l'exemple que tu viens de citer? Donc, l'exemple précédent de la personne qui est énervée par quelqu'un qui arrive en retard. Qu'est-ce que ça donnerait en mode girafe infusée? Ouais. Yes. Et j'ai vu Robert Gonzalez. Merci. Je vous remercie. C'est David qui me donne son prénom. Effectivement, alors, serait-il possible d'entendre Oui, alors c'est un peu particulier parce que ça va vraiment dépendre de la personne. Mais je ne sais pas forcément si c'est vraiment une version. Ce qui est sûr, c'est que en fait, on se coupe avec l'expérience de ces termes qu'on utilise. Donc là, ce qu'on évite, c'est la cadencement. Donc ce serait tiens, est-ce que tu as du temps, appelons-le Laurent, par exemple, le collègue. Est-ce que Laurent, tu aurais quelques minutes? Je voulais te parler. Voilà, je voulais te parler de quelque chose qui moi, m'a dérangé ce matin parce que on avait rendez-vous à 10h30 et tu es arrivé à 10h, pardon, et tu es arrivé à 10h30. Et ça m'a dérangé parce que j'avais d'autres réunions ensuite et auxquelles j'ai pas pu assister. Et effectivement, j'aime bien voilà, j'ai besoin en tout cas moi d'être organisé, d'avoir un planning qui est vraiment bien organisé, qui me permet de pouvoir enchaîner mes réunions sans forcément avoir le stress permanent de me dire que je vais arriver en retard. Et donc je voulais voir avec toi si tu étais d'accord pour que si en tout cas cet horaire ne te convient pas, qu'on puisse définir un autre horaire, peut-être plus tôt dans la journée, peut-être plus tard, mais en tout cas qu'on puisse en discuter ensemble. Et qu'est-ce que tu en penses? Je donne un exemple qui me vient comme ça, mais c'est vrai que l'objectif effectivement, c'est que ce soit très naturel et que ça vienne de nous et c'est assez naturel à partir du moment où on a la bonne intention, vraiment. Voilà. Alors à partir du moment où aussi on s'entraîne, mais à partir du moment où on a la bonne intention. Et voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de Bénédicte. Est-ce qu'il est préférable d'enchaîner les 4 étapes comme tu viens de le faire sans laisser l'autre s'exprimer, ou est-ce que on peut aussi, pour que ça rende ça peut-être plus naturel si on le sent comme ça, laisser l'autre s'exprimer par exemple sur les raisons de son retard avant d'aller sur les étapes besoins et demandes? Alors
Ce qu'on préconise en CNV, c'est effectivement de dérouler en tout cas. C'est pour ça que, alors effectivement, merci pour cette question et une information que j'avais oubliée, mais ce que préconise Marshall Rosenberg, c'est que de l'observation à la demande, c'est une quarantaine de mots. Alors, c'est forcément, c'est une idée, c'est-à-dire qu'il faut pas forcément à 40 mots s'arrêter de parler, mais ça nous donne une idée. Et là, vous pouvez effectivement faire l'essai chez vous, si vous voulez. Donc, le but, c'est d'être assez concis. Et le fait d'être concis, normalement, ça dure pas très longtemps. Et donc, ce qu'on préconise effectivement, c'est en premier lieu de donner son avis et de faire la demande. Et dans cette demande-là, effectivement, c'est de laisser l'autre pouvoir s'exprimer. Mais en premier lieu, c'est vraiment vous exprimer en fin de compte ce que vous ressentez et votre besoin. Voilà, c'est préférable plutôt que d'entrer dans une discussion où la personne n'aura pas entendu votre sentiment ou surtout votre besoin que vous avez besoin de nourrir et n'aura pas entendu votre demande. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un discours assez ping-pong sans véritable intérêt. Donc effectivement, merci pour la question parce que il faut être concis. Il faut être concis et je vous donne effectivement cela, mais si vous pouvez vous exercer avec 40 mots, vous verrez que c'est pas énorme, mais donc ça demande un petit travail. Et il y a une autre question aussi par rapport à la méthode DESC que certains connaissent visiblement. Bon, c'est un peu pareil, mais pas tout à fait quand même. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, alors moi c'est quelque chose que je peux utiliser, mais auquel je suis pas spécialiste, on va dire ça comme ça. La méthode DESC. Alors c'est vrai que c'est une méthode qu'on utilise aussi comme l'analyse transactionnelle, hein, qui sont même au-delà des méthodes, ce sont des approches qui nous permettent vraiment de travailler sur cette résolution de conflits. Et là, le DESC, ça va, en tout cas, on l'applique pour délivrer effectivement un message qui va être difficile. Si j'avais un conseil, c'est encore une fois, c'est le même, hein, c'est pratiquer. J'ai rencontré des personnes pour qui la CNV n'était pas la méthode. En tout cas, le processus SBD n'était pas la méthode. Et ce pour plusieurs raisons. Hein. Et donc, dans ce cas-là, c'est plutôt bon signe parce que nous avons en tout cas un panel d'outils qui existent ou de méthodes qui vont être alors, un peu différents. Hein. Mine de rien, il y a quand même des choses qui sont très proches, mais qui nous permettent effectivement de réaliser en tout cas une certaine demande d'une manière un peu différente et en tout cas de venir avec des étapes qui vont être un peu différentes. Mais on le voit dans le desk. Hein. La première étape, comme le décrire, l'observation, c'est comme le décrire. Et ensuite, j'ai plus en tête d'écrire. J'ai plus en tête le ESC. Comment? Expliquer, je crois. Expliquer, exprimer. Exprimer, oui. Ouais. Et voilà, j'ai plus les autres, mais on retrouve, en tout cas, dans toutes les méthodes que j'ai utilisées, ou si je peux les utiliser, je retrouve un lien assez fort. Et donc voilà, après, c'est juste une question de vision. Ce qu'on voit, c'est que ça peut déranger les personnes de parler de sentiments. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'expression de la girafe infusée que j'ai tenté de vous faire tout à l'heure. Mais j'ai quand même réussi à le glisser. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes que ça dérange. Ils se disent, oui, mais bon, moi, milieu professionnel, j'ai pas forcément envie d'exprimer mon sentiment, quoi. C'est vraiment perso, quoi. Alors oui, c'est vrai que ça peut arriver. C'est une discussion très intéressante que j'avais eue avec un coach qui lui remplaçait en tout cas le sentiment par une notion de performance. Ce qui me semblait un peu loin, moi, de ma connaissance du processus SBD, mais je crois que c'est les mots qu'on va choisir qui vont être importants. Si on n'a pas envie d'utiliser quand je me sens, mais c'est pas quand je me sens, mais on peut dire ça m'a dérangé, par exemple. Bon, voilà, c'est un peu vague, mais ça peut suffire. La personne va se dire ok, j'ai compris, bon, ça l'a dérangé. Mais au lieu de dire j'ai vraiment ressenti un sentiment fort à l'intérieur de moi, chaud, qui se passait dans ma poitrine, vraiment un sentiment de mal-être. Bon, ça, oui, on va
on va plutôt éviter si la personne n'est pas en capacité de pouvoir écouter ce type de parole, quoi. Personnellement, je pense que ce qui fait aussi la différence avec la méthode DESC, c'est la notion de besoin que je trouve très puissante dans l'OSBD, parce que justement, ça oblige à réfléchir à pourquoi finalement on entre dans cette démarche d'OSBD et quel est le besoin absolu, enfin en tout cas prioritaire que l'on cherche à satisfaire via cette démarche avec l'autre. Et voilà, je pense que c'est un peu plus fort de ce point de vue-là que notamment la méthode DESC ou d'autres que vous pourriez connaître, parce que justement, ça permet de mieux comprendre ce qui motive notre démarche et la comprenant mieux et l'exprimant mieux, la demande s'en trouve mieux exprimée et donc plus entendable pour l'interlocuteur et donc a plus de chances d'aboutir à quelque chose de concret et d'efficace. Voilà ce que je dirais aussi en complément. Oui, effectivement. Et, merci pour ton retour, Caroline. Oui, bah, forcément, je suis totalement d'accord. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est par la pratique que l'on va affiner ces besoins, en fin de compte, qui, effectivement, au départ, peuvent être des besoins ça peut être très global, hein, comme le respect. J'ai besoin de respect, mais qu'est-ce que veut dire le respect? Qu'est-ce que tu entends par respect? Et ça, on le pratique en formation pour vraiment reposer. Enfin, on a des petits exercices là-dessus où en fait, on va demander à la personne, OK, alors, et si par exemple tu avais un besoin de respect, qu'est-ce que ça représenterait pour toi un besoin de respect qui est nourri? Donc la personne essaie de se représenter ça et on voit que c'est pas forcément évident. Bah, est-ce que tu as une situation où tu avais un besoin de respect qui a été nourri? Oui, je crois. Et en fin de compte, en continuant sur cette démarche-là, on s'aperçoit que le besoin de respect, en fin de compte, est beaucoup plus, peut être beaucoup plus fin et affiné. Et effectivement, la demande, on est complètement modifiée et voilà, après. Ok, j'ai l'impression qu'on est au bout des questions. Oui, j'en ai pas vu d'autres. Merci à vous tous pour vos questions. Mathieu, tu veux merci à vous tous. de conclusion? Un mot de conclusion, c'est ça? Oui, si tu le souhaites. Oui, oui, bien sûr. Simple. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je vous souhaite en tout cas une belle aventure dans la CNV. Si en tout cas ça vous a permis d'en savoir plus et d'avoir envie de pratiquer. En tout cas, c'est la règle d'or numéro 1. Pour ma part, je reste disponible. Vous avez mes coordonnées en contact. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Si effectivement il y a des interventions, vous serez intéressé par des interventions sur des formations, des ateliers conférences. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, j'ajouterais que. Merci Mathieu. J'ajouterais que, voilà, donc comme je le disais en introduction, Centrale Supélec Exed est très présent sur les parcours soft skills. On accompagne les grandes entreprises sur des parcours de formation sur mesure. Et souvent, on va insérer des modules de CNV dans les parcours. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus et ou si vous voulez co-construire avec nous des parcours pour vos collaborateurs. On sera ravis de pouvoir collaborer avec chacun d'entre vous si vous le souhaitez. À très bientôt, j'espère. Merci à tous. Oui, alors on va diffuser les slides et on va aussi diffuser le replay aux personnes qui étaient inscrites et qui ont participé au webinaire. Très bonne fin de journée, très bon week-end. À bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.